Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour un nouvel épisode du débrief absolument exceptionnel, l'avant-dernier numéro déjà de cette superbe saison 2024-2025. On a énormément de choses à vous montrer en National 2 comme en National 3 où on vivra le multiplex du groupe C. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant et on conclura cet épisode en apothéose avec l'ouverture du top but de la saison et les votes qui seront lancés dès le coup de sifflet final de cette émission. Alors installez-vous bien, c'est parti pour l'épisode 25. Évidemment, cet épisode 25, on le commence avec le National 2. Beaucoup de choses au programme ce week-end, à commencer par l'US Granville qui a battu une carte extrêmement importante du côté du Matmut Atlantique face aux Girondins de Bordeaux. L'idée était simple, il fallait réussir à conserver son destin en main et faire au moins aussi bien que le Stade Poitvin en déplacement du côté de Dinan-Léon. Thomas Bèze s'est penché sur cette rencontre. Pour espérer un maintien, ça passe par un résultat sur la pelouse des Girondins Bordeaux. Mais malheureusement, dès la 10e minute de jeu, c'est Adrien Louveau qui ouvre le score pour Bordeaux face à l'US Granville. Une frappe magnifique qui vient se loger dans la lucarne. Les Granvillais qui vont ensuite réagir une première fois avec cette frappe qui manque le cadre de quelques centimètres. Puis ce centre qui est d'abord repris et on a frôlé la catastrophe dans la défense bordelaise. Mais la catastrophe, elle arrive avec cette récupération de Vincent Cléen qui vient égaliser à la 14e minute de jeu après un excellent pressing. Et alors que le gardien a quelque peu tergiversé, ça fait un partout. Après un premier quart d'heure, il y aura une dernière frappe sans trop de danger pour la défense bordelaise. À la mi-temps, les deux équipes sont dos à dos, un but partout. Et du côté de Granville, on y croit, mais voilà, au retour des vestiaires, c'est le malheureux Gastien Foll qui vient redonner l'avantage aux Girondins avec ce but contre son camp. On a mal à appréhender ce ballon, mais les Granvillais qui ne vont rien lâcher. Et sur corner, c'est Kenny Herbin qui saute au-dessus de tout le monde et qui vient égaliser d'une tête imparable. Ça fait 2 partout, on joue la 56e minute de jeu. Décidément une rencontre bien ouverte, mais après l'heure de jeu, à la 64e, c'est Andrew Carroll qui permet à Bordeaux de reprendre les devants sur penalty. Penalty, il y en aura un également pour Granville, mais là malheureusement c'est repoussé par le gardien. On en restera là, défaite 3 buts à 2. Et la mauvaise nouvelle pour l'US Granville, c'est le match nul récolté par Poitiers face à Dinan-Léon. En conséquence de quoi, les Corsaires rechutent dans la zone rouge à une journée de la fin. Ce sera compliqué la semaine prochaine. Il faudra faire mieux que Poitiers. On y revient en tout cas en fin de partie National 2. Mais les Granvillais qui ont perdu la main et qui pourraient avoir perdu gros donc ce week-end en National 2 dans leur quête de maintien. On se penche désormais vers les deux autres rencontres du week-end côté National 2 avec l'US Avranches qui recevait la Roche-Vendée, l'AS Villers en déplacement du côté de Chambly. De rencontres sans enjeu pour nos deux formations. L'US Avranches assuré de jouer en National 2 la saison prochaine. L'AS Villers relégué. Voici donc les temps forts de ces matchs. L'US Avranches qui n'a plus rien à jouer reçoit la Roche-Vendée qui joue elle pour son maintien encore. Il ne fallait pas tarder à arriver dans les travées de Fenouillère avec dès la 3e minute de jeu Alexis Arojo qui ouvre le score et qui vient tromper Nathan Bisson avec cette frappe qui vient se loger après avoir fait un run spectaculaire dans la défense avranchinaise. Et Nathan Bisson qui va avoir du travail une première fois et puis une seconde fois. Et à la 20e minute de jeu, après une nette domination des visiteurs, c'est Jason Bouellon qui double la mise et qui logiquement fait le break dans cette rencontre. Un coup franc imparable, poteau rentrant, on revoit au ralenti Nathan Bisson qui ne peut rien faire. Le ballon qui passe bien au-dessus du mur avranchinais. C'est sur un coup franc qu'il y aura une première réaction avranchinaise justement avec cette tête magnifique repoussée par Ahamada. Mais le danger qui va revenir avec un nouveau centre. Et cette fois c'est une frappe à l'entrée de la surface de réparation que le gardien de la Roche-Vendée capte facilement. Au retour des vestiaires, Nathan Bisson qui réalise la double parade magnifique à l'heure de jeu. Lamrabet qui va se tenter une première fois de loin sans trop inquiéter Ahamada.
Puis c'est à l'entrée de la surface, cette reprise repoussée magnifiquement par le gardien sur le corner qui suit. Qui d'autre que Noah Mupemba pour réduire le score et pour marquer le but Avranches-Chiné. Ça fait 2-1 pour la Roche-Vendée. Malheureusement, ce réveil sera un peu trop tardif. On en restera là. Victoire donc de la Roche-Vendée, 2-1. Une victoire importante pour les visiteurs dans leur quête du maintien. Pour sa première saison historique en National 2, l'AS Villers se déplace dans l'Oise. On veut terminer sur de bonnes notes malgré une descente en National 3. Mais le match va commencer dans la confusion à la 19e minute de jeu. Il y a ce ballon récupéré par Omar Conté. La frappe qui passe sous le gardien. Est-ce que le ballon est rentré ou a-t-il été dégagé avant la ligne par le défenseur ? Dans un premier temps, l'arbitre ne siffle pas le but, mais il est appelé par son assistant qui le confirme. Et donc 1-0, ouverture du score. Alors malheureusement, on ne voit pas très bien sur ces images, mais monsieur l'arbitre assistant donc est sûr de lui. Et donc c'est l'ouverture du score des Villersois. Malheureusement, une dizaine de minutes plus tard, c'est Djibril Diarra qui remet les deux équipes à égalité à la suite de ce coup franc. Et s'ensuit un calvaire tout simplement pour les Villersois avec ce ballon mal dégagé. La reprise en première intention de Moustapha Cissé qui permet à Chambly de repasser devant. 34e minute de jeu, 2-1. Ce sera le score à la mi-temps. Mais dès le retour des vestiaires, Chambly qui va appuyer là où ça fait mal. Et à la 51e minute de jeu, c'est Ababakar Paye sur corner qui permet de faire le break. 3-1, puis 4-1 sur ce ballon à l'entrée de la surface de réparation. La frappe est magnifique et vient se loger dans la lucarne. C'est Dylan Saka qui porte le score à 4-1 donc. Puis à 5-1, on retrouve beaucoup d'activité sur ce côté gauche avec un nouveau centre. La tête est magnifique, croisée, et c'est un doublé pour Dylan Saka. 68e minute de jeu, 5-1 pour Chambly. Et dans le dernier quart d'heure, c'est Moustapha Cissé qui lui aussi signe un doublé et porte le score donc à 6-1. C'est une nouvelle gifle malheureusement subie par l'AS Villers. Il restera un match pour finir sur une note positive. Ouais, une fin de saison compliquée à domicile pour l'US Avranches qui, comme vous le verrez dans quelques instants, tombe au 8e rang. L'AS Villers est désormais assuré de terminer lanterne rouge. Une nouvelle page va s'ouvrir pour l'AS Villers avec la fusion annoncée du côté de l'AS Trouville-Deauville avec l'AS Trouville-Deauville. On y reviendra plus en détail sur Foot Normand. Ce que je vous propose, c'est de découvrir le bilan de ce week-end de compétition nationale 2 dans les groupes B et C. Le bilan du groupe B en National 2 ce week-end, de mauvaises nouvelles. Les défaites d'Avranches et de Granville. Celle de Granville a évidemment plus de conséquences fâcheuses parce que dans le même temps, le Stade Poitvin a obtenu le point du match nul à Châteaubriand, 2 buts partout. Saumur s'est incliné 3-0 contre les Herbiers, ça c'est une bonne nouvelle pour les Granvillais. Au classement après sa défaite, le Stade Briochin, déjà promu, reste au sommet. L'US Saint-Malo se rapproche à 4 petits points, mais le Stade Briochin n'est évidemment plus atteignable. L'US Avranches qui se retrouve dernière de la première moitié du classement, qui devra donc conserver son avantage lors de l'ultime rendez-vous. Et vous le voyez en bas de tableau, Granville a perdu la main. Granville condamné à faire mieux que le Stade Poitvin lors d'une dernière journée où les Granvillais recevront Saumur. Ce sera un rendez-vous d'importance au Stade Louis Dior. Dans le même temps, les joueurs du Stade Poitvin accueilleront Dinan-Léon qui n'a plus rien à jouer. L'US Avranches sera du côté des Herbiers, mais évidemment, c'est le match de l'US Granville qui cristallisera toutes les attentions. Dans le groupe C, encore une large défaite malheureusement pour l'AS Villers, 6-1 face au FC Chambly-Oise. Vous voyez tous les résultats avec des conséquences importantes sur la course au maintien qui est terminée dans ce groupe, tout comme la course à la montée. Malgré sa défaite du week-end contre Bobigny, le FC Fleury avait déjà entériné sa victoire, sa première place et donc sa promotion à l'étage supérieur la saison prochaine. Bravo au FC Fleury. Et en bas, c'est donc terminé. Wascal et Aubervilliers accompagneront l'AS Villers en National 3 la saison prochaine. L'AS Villers assuré de terminer d'ailleurs lanterne rouge de ce championnat. La dernière journée verra l'AS Villers et Wascal s'affronter dans un duel 100% équipe reléguée. Voilà qui viendra mettre fin à ce groupe C qui n'a plus rien à nous dévoiler d'ici à la fin de la saison.
Merci à Thomas Bez pour son abattage sur ces matchs de National 2. On passe tout de suite au gros morceau, le National 3. Évidemment, le National 3, on va l'ouvrir comme souvent avec le groupe C, le groupe qui cristallise absolument toute notre attention ce week-end. Il y avait d'abord un derby entre le FC Flers en quête de maintien et l'AF Virois qui s'accroche à ses rêves de montée. Il y avait également un rendez-vous au stade Louis-Villemer, la dernière pour le président Thibaut Deslandes en tant que président, la dernière à domicile, le FC Saint-Lô qui recevait le leader, la réserve du FC Lorient, avec l'idée, pourquoi pas, de rendre un fier service à Vire. Ce que je vous propose, c'est de découvrir déjà avant les images la situation au classement pour ce qui concerne la montée. Vous le voyez, le FC Lorient devant l'en avant Guingamp à égalité de points avec la réserve guingampaise, l'AF Virois juste derrière à une unité. Que s'est-il passé dans ce week-end de compétition, dans ce samedi soir complètement fou? Eh bien, on vous fait la réponse dans un mode multiplex. Stop ou encore pour l'AF Virois, telle est la question avant cette 25e journée. Les Virois qui vont avoir leur destin lié évidemment à leurs adversaires directs, les réserves de Lorient et Guingamp, mais aussi à Flers, à Saint-Lô et à Vannes, qui sont confrontés aux 3 équipes du podium. On va suivre donc l'action stade par stade, minute par minute, et on commence par le stade du Azé où le FC Flers déterminé à poursuivre sur sa lancée, mais Louis Deschâteaux directement à contribution, premier frisson du côté du stade Villemer avec une équipe de Lorient offensive et un premier tournant dans cette 25e journée, le carton rouge dès la 6e minute récolté par Guingamp sur son terrain face à Vannes. Les Flériens toujours offensifs, au passer le quart d'heure de jeu, il faut cette parade de Louis Deschâteaux pour maintenir ses partenaires à flot, et Jordan Perrier et ses camarades qui vont se réveiller de manière assez timide, puisque là Robin Legendre qui n'accroche pas le cadre, toujours 0-0, et le penalty, premier tournant dans ce multiplex, premier tournant, le penalty pour Lorient transformé par Exaucé Mbembele Boula, 1-0, et ça ne fait évidemment pas les affaires de Vire. Dans le même temps quasiment, Vannes qui ouvre le score du côté de Guingamp, Vannes à 11 contre 10, ça c'est une bonne nouvelle pour les Virois qui doivent à tout prix réagir. Les Saint-Lois eux aussi tentent de réagir contre Lorient, mais ils ne parviennent pas sur cette action à revenir. Les scores à la pause, 0-0 entre Flers et Vire, Lorient qui mène 1-0 face à Saint-Lô, et donc plutôt bien parti dans cette journée. Les Flériens déterminés à revenir au score font briller Louis Deschâteaux, mais c'est d'un but dont ont besoin les Virois. Alors pourquoi pas aussi voir Baptiste Fleury et les Saint-Lois égaliser, ça ne sera pas pour cette situation-là. Retour au Azé avec le FC Flers qui se montre à nouveau offensif, cette reprise qui n'est pas cadrée. Les Virois doivent à tout prix marquer pour recoller au FC Lorient qui mène du côté de Saint-Lô. Ce ne sera pas sur ce coup-là pour les Virois, et à nouveau coup dur dans la course à la montée avec le doublé de Mbembele Boula sur cette contre-attaque. Il est à noter que les Saint-Lois jouent à 10 contre 11 depuis l'exclusion de Tony Lambard à la 54e minute, 2-0 pour Vannes à la 70e du côté de Guingamp. Ça semble plier, et les Lorientais, justement parlant de plier, qui veulent mettre fin au suspense du côté de Villemer, 3-0 pour Vannes à la 75e minute. Guingamp qui va s'incliner, certainement dire adieu à ses espoirs de monter, c'est une bonne nouvelle pour Vire, d'autant que le but tant attendu va finalement arriver, 74e minute. Lucas Boudonné de la tête parvient à ouvrir la marque dans ce derby brûlant. Valentin Prévost ne peut absolument rien faire, et les Virois qui réalisent une très belle opération puisqu'ils dépassent en avant Guingamp et reviennent à un petit point du FC Lorient et restent donc en vie à ce moment-là dans la course à la montée. Pourquoi pas essayer de faire le break? Valentin Aumont est rentré sur cette pelouse, il ne cadre pas sa reprise, l'ancien Flérien. Ce n'est pas grave, ce ne sera que partie remise puisque vous le voyez, le numéro 26 est à la conclusion de cette belle action, et 2-0 l'AF Virois qui réussit à suivre la cadence imposée par Lorient, à moins que il y ait un renversement de situation du côté de Villemer. Et justement, Baptiste Fleury échappe à la défense de Lorient, 85e minute à 10 contre 11. Les Saint-Lois remettent le doute dans les têtes lorientaises, 2-1. Qu'est-ce qui pourrait se passer si les Saint-Lois égalisaient? Ben justement, c'est ce qui va se passer, le scénario incroyable pour la Virois, 86e minute, Bastien Le Barbet qui recolle à la surprise générale. Les Lorientais, à ce moment-là, lâchent la tête
du championnat, l'AF Virois qui prend la main avant la dernière journée. Il faut tenir du côté de Saint-Lô parce que ce résultat peut tout changer à la saison des Virois. Les Virois qui doivent défendre leur avantage mais qui y parviennent plutôt bien. Les Lorientais se savent obligés de l'emporter dans cette rencontre. Les Lorientais qui vont faire le siège de la surface de réparation saint-loise. Mais les Saint-Lois sont proches du but jusqu'à finalement ce coup de massue à la 93e minute. Sacha Toudop qui réussit à donner la victoire. C'est cruel pour Saint-Lô, c'est cruel à la fois pour l'AF Virois qui aura été en tête du classement l'espace de quelques minutes, mais c'est bien Lorient qui aura la main dans la course à la montée la semaine prochaine. Mais la lutte à distance va se poursuivre entre Lorientais et Virois. Ouais, c'était complètement fou et attention à l'AF Virois de ne pas regretter ce but ultime de la part des Lorientais sur le terrain de Saint-Lô. Ce but peut valoir très très cher. On découvrira la semaine prochaine s'il aura une incidence ou non. Si le FC Lorient s'impose et que Vire s'impose dans le même temps à domicile contre saison, eh bien on pourra longtemps regretter ce 3-2, même si évidemment tout ne se joue pas sur cette réalisation. On passe tout de suite au groupe E, le groupe où on retrouve le FC Dieppe, déjà champion, déjà assuré d'évoluer en National 2 la saison prochaine. Les Dieppois qui étaient en déplacement chez leurs plus proches poursuivants la réserve du LOSC pour asseoir un peu plus leur domination sur leur groupe. Thomas Bez s'est penché sur cette rencontre. Les champions dieppois se déplacent chez la réserve du LOSC et dès la 6e minute de jeu, c'est Quentin Stockley qui vient mettre les Dieppois sur orbite avec cette ouverture du score par le joueur qui est nommé dans la catégorie meilleur attaquant et meilleur joueur de la saison. Et pour justifier cette double nomination, et c'est un doublé tout simplement à la 15e minute de jeu. Quentin Stockley qui réalise le doublé sur son côté, bien lancé, et ça fait mouche, ça fait 2-0 le break qui est fait pour les Harengs. Quelques minutes plus tard, il y aura la réduction du score avec Adam Faiz à la 28e minute de jeu, juste avant la demi-heure de jeu donc. Mais pas de quoi vraiment inquiéter les hommes de Djilali Bekar. On revoit cette frappe qui est d'abord détournée, puis conclue. Alors on ne sait pas si le ballon est déjà entré. Mais en tout cas, quelques minutes plus tard, sur ce dégagement, Claude Ateba qui vient remettre 2 buts d'écart. Pas le temps de vraiment s'inquiéter côté Dieppois. 4 minutes aura fallu pour reprendre 2 buts d'avance. Claude Ateba qui n'en finit plus lui aussi de marquer. Une très belle recrue pour les Dieppois. En seconde période, il y aura une nouvelle réduction du score de Adam Faiz à la 50e plus exactement sur penalty. Le contre-pied est parfait, ça fait 3-2. Et Quentin Stockley qui est buteur mais qui est aussi passeur avec ce bon dribble face au gardien. Il sert parfaitement Claude Ateba qui inscrit lui aussi un doublé dans cette rencontre. 68e minute de jeu et 4-2 pour le FC Dieppe. Un Quentin Stockley vraiment XXL sur cette deuxième partie de saison. À la 85e, Younes Lachab va réduire une nouvelle fois le score pour le LOSC, mais ça restera anecdotique. Le score ne bougera plus. C'est une victoire pour le FC Dieppe, la 10e de suite à l'extérieur. Et encore une victoire impressionnante pour le FC Dieppe, le patron véritablement du groupe E de National 3 qui aura une dernière rencontre à la maison pour clôturer une saison qui est déjà historique. On arrive au dernier groupe de ce débrief de cette partie National 3, le groupe D avec 2 derbys normands au programme. On commence tout de suite par celui qui a opposé ce week-end la SPTT Caen au Grand Quevilly FC. Bien que relégué sportivement et comptablement, la SPTT Caen doit s'accrocher à l'espoir d'être repêché en fin de saison. Pour cela, il faut finir parmi les meilleures 11e réceptions ce week-end du Grand Quevilly FC et qui reste sur 6 revers en championnat par au moins 3 buts d'écart. Les hommes de Laurent Dufour sont donc attendus au tournant et pourtant à domicile lors de la première période. C'est eux qui vont se faire cueillir à froid sur cette reprise de la tête de Mohamed Kanté à la 32e minute. Ça commence mal pour les postiers dans une lutte à
distance avec l'AS Chatou, dont on verra le résumé dans quelques instants, contre la réserve de Malherbe. Pour voir enfin l'AS PTT Caen récompensé de ses efforts, il faut arriver dans le dernier quart d'heure. On force le verrou. Grand Quevilliers à la 74e minute. Jawed Masrour offre enfin l'égalisation au postier. Vous le voyez, c'est un petit peu confus. La passe en retrait, reprise par Masrour, 74e minute. Le corner ensuite pour l'AS PTT Caen, c'est repris et il y a ce formidable geste dans la demi-lune pour aller servir Nicolas Camillo. On est 4 minutes après l'égalisation. Camillo qui permet à l'AS PTT Caen de prendre les commandes aux grandes dames des Tangos qui se voyaient bien enfin mettre fin à leur terrible série, et malheureusement pour eux, la victoire caennaise qui va se concrétiser dans le temps additionnel avec ce ballon en profondeur pour Maxime Rouanel. Le contrôle est bon, le face-à-face est remporté et l'AS PTT Caen qui va aller s'imposer 3-1 et garder l'espoir d'être repêché en fin de saison si une équipe venait à vaciller administrativement. La SPTT qui s'accroche à la possibilité d'être repêché en fin de saison, on n'en est absolument pas là, mais on ne sait jamais, c'est déjà arrivé par le passé que des formations relégables sportivement soient finalement tirées d'affaires ultérieurement. Il y avait un deuxième derby ce week-end, un derby entre deux équipes que tout oppose au classement, le CMS Wassel qui truste les hauteurs du tableau, qui recevait l'AG Caen. Thomas Bèze s'est penché sur ce match. C'est un derby sans véritable enjeu pour cette 25e journée entre le CMS Wassel et l'AG Caen Football. Mais vous allez le voir, c'est une rencontre débridée auquel on aura lieu en début de période avec à la 9e minute de jeu cette récupération. On décale Eouman qui ajuste d'un plat du pied Valentin Le Tourneur qui avait quelque peu déserté sa cage. Ça fait 1-0 pour le CMS Wassel devant son public. Mais sur le coup d'envoi, c'est Abdelmajid Aitwissi qui, d'une chevauchée solitaire, remet les deux équipes à égalité. Une frappe du gauche imparable pour Steven Yabouzélé. Ça fait 1 but partout après ce run magnifique de Abdelmajid Aitwissi. Et Adama Sidibé, à la 15e minute de jeu, permet à Wassel de repasser devant sur penalty. C'est alors le 15e but de Adama Sidibé cette saison en National 3. Les deux gardiens vont se montrer décisifs une première fois. Steven Yabouzélé, puis Valentin Le Tourneur sur cette frappe qui ne relâche pas le ballon. En seconde période, on trouve Adama Sidibé, forcément, qui joue de son corps et qui vient croiser sa frappe magnifiquement. 3-1. C'est le 16e but d'Adama Sidibé cette saison, qui revient à une petite longueur de Matteo Mendy dans notre classement des meilleurs buteurs normands de National 3. Et Wassel qui aurait pu aggraver le score sans un très bon Valentin Le Tourneur. Une première fois sur cette frappe puissante qui arrive à repousser la défense qui ensuite veille et arrive à se dégager. Puis sur cette frappe bien enroulée qui allait se loger sous la barre, mais la claquette est magnifique. On en restera là, victoire donc 3-1 du CMS Wassel. Oui, le CMS Wassel qui confirme son excellente saison. Encore une victoire pour les hommes de Draman Dillin qui pourront presque regretter d'avoir égaré des points en route tant ils sont finalement plutôt proches du FC Borgo qui ce week-end s'est incliné du côté de l'US Alençon. Le déplacement de Borgo à Alençon d'ailleurs fait partie du petit pêle-mêle qu'on vous a concocté pour que vous puissiez voir ce qui s'est passé dans les autres rendez-vous de ce week-end en National 3 dans le groupe D. L'US Alençon peut s'offrir un match de gala face au champion, le FC Borgo, pour la dernière de Romain en Quincan à domicile après 4 saisons sous les couleurs de l'US Alençon. Le gardien qui a pris le choix de quitter le club et c'est son coéquipier Nohan Traoré qui ouvre les hostilités dans cette rencontre à la 21e minute de jeu en reprenant ce ballon une première fois repoussé par le gardien, mais c'est bien Traoré qui a bien suivi et qui est là pour ouvrir le score. Au retour des vestiaires, on retrouve l'inarrêtable Amaury Tessier qui vient décocher une frappe qui semble être contrée, déviée. En tout cas, ça fait 2-0 à la 56e minute de jeu. Le break qui est fait et Alençon qui a pris une sacrée option dans cette rencontre. On revoit ce ballon qui vient mourir dans le petit filet du gardien.
Borgo qui va réagir avec ce long ballon et cette reprise magnifique qui laisse Romain en quinquant impuissant. C'est LG Abdouldia qui permet à Borgo de réduire le score, mais un match à Alençon sans but d'Hakim El Amdaoui, c'est pas vraiment un bon match. Alors pour ça, il y a Amaury Tessier qui envoie son attaquant en profondeur, l'attaquant qui va jouer avec le gardien qui va s'en défaire et qui va inscrire ce but dans la cage totalement laissée vide. Ça fait 3-1 à la 90e minute de jeu. On revoit toute la palette technique d'Hakim El Amdaoui avec ce crochet, le gardien qui ne peut rien faire face au numéro 9 alençonnais. Ça fait donc 3-1. On écoute la réaction de Romain en quinquant pour sa dernière à domicile. Beaucoup d'émotions sur la fin. Donc voilà, après 4 saisons, j'ai pris la décision de quitter le club. Beaucoup d'émotions, mais pour des raisons personnelles, j'avais ce besoin de trouver un nouveau projet. Donc beaucoup d'émotions, mais très content de finir comme ça. Je pouvais pas mieux finir, battre le champion à domicile, c'est que du plaisir. Après 4 matchs sans victoire dans ce championnat, la réserve du SM Caen se déplace du côté de l'AS Château, une formation relégable mais qui, comme l'AS PTT Caen, brigue la place de premier relégable pour pourquoi pas espérer un repêchage, on ne sait jamais, avec l'instabilité des championnats. Mais ça commence mal pour les joueurs de la région francilienne avec Abdoulaye Niakaté d'un superbe geste du buteur, on le voit au ralenti là, qui permet dès la 2e minute au jeune Malherbis de prendre l'avantage. Ça va se poursuivre sur une bonne note pour Joël Matondo, buteur et ses partenaires. Joël Matondo qui marque à la 23e minute sur ce centre venu de la droite. Fier service là rendu par la réserve cannaise. Seulement l'AS Château va égaliser d'un bien joli but, une jolie magère, une belle talonnade de Yanis Bazniar juste avant la mi-temps pour ramener du suspense. On revoit ce but au ralenti, c'est magnifique, c'est complètement illisible pour la défense et pour le gardien. Et finalement les Cannais qui ne vont pas conserver leur avantage avec Djibril Attab qui avait fait très mal au SU d'Yves Cabourg voilà quelques semaines. Et bien ça fait 2-2 finalement, c'est le score final entre Château et la réserve de Malherbe. Après une saison magnifique, historique mais éreintante, le SU d'Yves Cabourg doit retrouver un dernier souffle pour terminer ce championnat. Ils n'ont plus gagné depuis le 14 mars, les hommes du duo Le Pen-Clément. Et ça commence mal sur le terrain de la réserve d'Ajaccio avec ce but d'Owen Martinez. Julien, superbe coup franc sur lequel Max Verrier ne peut rien. On revoit la trajectoire de ce tir. Les joueurs normands qui vont toutefois égaliser par Alexis Jeanne dès la 21e minute. Mais attention, pour une équipe qui n'a plus gagné depuis 5 matchs, c'est un trompe-l'œil puisque ce déplacement sur l'île de Beauté va être un véritable calvaire avec des joueurs ajaxiens qui vont égaliser sur ce bijou de Ziyed Beltaïev, un retourné acrobatique magnifique, absolument imparable pour Maxime Verrier pris à contre-pied. Les vagues qui vont se succéder, les Corses qui sont intenables dans ce premier acte, le ballon qui va revenir sur Noah Mokhtari. Le but du 3-1 à la 43e minute est déjà une sacrée montagne à gravir pour le SU d'Yves Cabourg pour ramener quelque chose de la Corse, d'autant qu'en deuxième période ça va se compliquer avec cette reprise directe d'Owen Martinez. Julien pas seulement à droit sur coup franc, le doublé pour le jeune Ajaxien. 4-1, le SU d'Yves Cabourg n'y est pas, n'a pas de jambes et va même encaisser un 5e but. Ce ballon au deuxième poteau est remisé, Maxime Verrier ne peut rien, le triplé pour Martinez. Julien, déplacement cauchemar pour le SU d'Yves Cabourg qui tout simplement n'a plus vraiment d'énergie à revendre dans cette fin de saison. Et finalement le coup du spectacle est pour Pablo Soulès qui porte le score à 6-1. Un déplacement à oublier pour le SU d'Yves Cabourg. Et on arrive donc à la fin de la partie nationale 3. Il n'en restera qu'une cette saison la semaine prochaine. Mais avant de se quitter, évidemment, on va vous présenter les enjeux de la dernière journée, surtout dans le groupe C, avec un petit récapitulatif des résultats de ce week-end et une projection sur la dernière journée qui s'annonce explosive. On refait le bilan du groupe C, vous l'avez vu il y a quelques instants, l'AF Virois s'est donné le droit en gagnant à Flers de disputer la montée lors de la dernière journée. Malheureusement, le FC Lorient s'est imposé sur le fil du côté du FC Saint-Lô, en conséquence de quoi les Bretons auront leur destin entre leurs mains, contrairement aux Virois qui devront faire mieux qu'eux lors de la dernière journée. Lorient recevra Flers, Vire accueillera Cesson, les Virois assurés de terminer sur le podium, tout comme l'équipe d'Holland avant Guingamp qui elle ne peut plus viser la montée. Dans le bas de tableau, le FC Flers garde aussi la main dans la course au maintien, mais les Flériens devront faire au moins aussi bien que le FC Lannion.
le FC Flers qui risque donc de devoir sortir un résultat qui pourrait faire les affaires de Vire lors de la dernière journée. Flers du côté de Lorient, Vire face à Cesson. Le FC Saint-Lô de son côté sera en déplacement du côté d'Ergué-Gabéric. On vous a mis en gras les 2 matchs chauds de cette dernière journée. Le bilan du groupe D dans la dernière journée disputée ce week-end, l'avant-dernière plutôt, la SPTT Caen qui s'impose 3-1, tout comme le CMS Wassel respectivement face au Grand Quevilly FC et à l'AG Caen. Le match nul 2-2 du Stade Malherbe à Chatou. La belle victoire d'Alençon 3-1 contre Borgo. Classement, le CMS Wassel est revenu à 5 points du promu. Belle saison des Océliens et la meilleure équipe derrière les Océliens, la meilleure équipe normande est désormais l'US Alençon qui intègre la première moitié de tableau. Phase retour canon des hommes de Vincent Legnaud. Dans le bas du tableau, c'est très important, la SPTT Caen a repris la main sur l'AS Chatou en cas de repêchage. Les hommes de Laurent Dufour seront donc prioritaire face à l'AS Chatou, mais ça dépendra aussi des autres groupes. Bref, on ne va pas partir dans des calculs trop aléatoires. La dernière journée nous donnera un dernier derby, la SPTT Caen du côté du SUDIF Cabourg en quête de rachat. Le Grand Quevilly FC accueillera Bretigny pour sa dernière en National 3, Malherbe recevra à Ajaccio, Wassel sera à Saint-Ouen, l'AG Caen accueillera Chatou, Alençon sera du côté de la réserve de Bastia. Le FC Dieppe qui bat sa plus proche rivale, à la réserve du LOSC, le FC Dieppe plus que jamais le patron d'un groupe E qui l'aura dominé de la tête et des épaules. On y voit plus clair aussi dans le bas du tableau avec les relégations de Drancy, de Calais, de la réserve de Valenciennes, l'Entente Sannois-Saint-Gratien qui garde une chance avant la dernière journée qui verra Dieppe clore à domicile face à Croix. Une belle fête au programme du côté de Dasnias. Et parce que ça a été fou non seulement sur les terrains, ça l'a également été ce week-end côté buteur. Vous allez le voir, le classement des buteurs est totalement relancé. On regarde ça avec Thomas Bèze. Petit tour sur le classement des buteurs en commençant par le National 2 avec Noah Moupemba, auteur de sa 14e réalisation ce week-end qui terminera sans nul doute meilleur buteur normand de ce National 2. Kenny Herbin, Omar Conté ont inscrit leur 7e but cette semaine, tandis que Vincent Cléin, lui, son 6e but, donc sous les couleurs de l'US Granville. Du suspense, il y en a en National 3 avec Adama Sidibé qui revient à une longueur de Matteo Mendy. Quentin Stockley, lui aussi auteur d'un doublé, revient à 2 longueurs du Virois. Hakim Alamdaoui, Baptiste Fleuris, Amaury Tessier, tous buteurs cette semaine. Il reste une journée pour savoir qui terminera donc meilleur buteur normand de National 3. Il y a dans cet épisode un chapitre spécial. Vous savez que les trophées du National 3 de foot normand version 2024-2025 battent leur plein depuis la semaine dernière. Si vous n'avez pas encore voté, il est encore temps de le faire. Vous avez encore 2 jours pour cela. Rendez-vous sur footnormand.fr. Si vous avez déjà voté donc pour les différentes catégories, sachez qu'un nouveau vote va s'ouvrir. On lance en effet le top but. On vous a fait une gigantesque sélection, on va dire gigantesque, avec 20 buts au programme, le top but. Vous pourrez ensuite vous connecter sur footnormand.fr et voter pour votre but préféré. L'auteur du plus beau but de la saison se verra remettre un prix lors de notre cérémonie la semaine prochaine. C'est parti, bon courage à vous parce que c'est compliqué de faire un choix. Voici le top but de la saison.
Je précise, les 20 buts que vous venez de voir ont été classés par ordre alphabétique des buteurs. Ce n'est pas le classement de 1 à 20, c'est à vous qu'il revient de décider. Rendez-vous sur footnormand.fr donc pour faire votre choix. En tout cas, on vous remercie pour votre mobilisation autour de ces trophées. Encore une fois, on bat des records. Merci pour nos différents acteurs. On est au bout de cet épisode. Il n'en restera qu'un la semaine prochaine, celui où on pourra faire le bilan définitif. Remerciements en tout cas à tout le monde, à toutes les personnes qui ont encore œuvré dans l'ombre pour que cette émission puisse voir le jour. Merci évidemment à Thomas Bess qui évolue un petit peu moins dans l'ombre que les autres. Merci à toutes et à tous. Prenez soin de vous et évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour la conclusion, l'épilogue de cette superbe saison. Bonne semaine. Allez, salut!